Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Bonjour Madame Sehin, Bonjour, on se Sylvie. connaît. Est-ce que je vais te tutoyer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Mon nom est Siham Lemine. Je suis architecte. J'ai étudié l'architecture à Paris. J'ai travaillé pendant 11 ans en tant qu'architecte. J'ai une passion pour les villes, pour tout ce qui est environnement bâti. Je suis rentrée en Tunisie il y a maintenant 6 ans. Et j'ai un petit peu changé de parcours. À la révolution tunisienne, je me suis réinscrite, je suis retournée à l'école pour faire de l'histoire de l'architecture islamique à SOAS, à Londres. Et depuis, donc en plus d'être architecte, je me présente comme chercheur en histoire de l'architecture islamique. Mais je suis très consciente que ça vient d'une envie de se comprendre, de savoir qui on est, d'où on vient. Et c'est venu vraiment et réellement avec 2011, avec les grands changements en Tunisie en 2011. Je suis aussi maman. Et maintenant, j'ai la charge de diriger le bureau de Tunis du Centre des études sur le Moyen-Orient de l'Université de Harvard. Donc j'ai la chance d'accueillir des étudiants, chercheurs, professeurs de l'Université de Harvard qui s'intéressent à la région, à la Tunisie, au Maghreb, à la Méditerranée. Voilà. Merci. Tu disais il y a un instant qu'il faut savoir d'où on vient. Alors moi j'ai envie de savoir d'où tu viens. Alors, oui, c'est très 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 difficile ça, hein. Après un long parcours et beaucoup de voyages, c'est un peu difficile. Je viens de Tunisie, c'est sûr. Mon père est de Gabès, ma mère est de Tunis. Je suis née à Tunis. Après, j'ai d'autres passeports. J'ai voyagé, j'ai étudié et voyagé ailleurs. Et dernièrement, ma fille m'a dit, c'est quand même bizarre, je ne sais pas quelle est ma langue maternelle. Elle ne savait pas. Ça m'a vraiment choquée. Moi, je sais, hein, moi, je sais que c'est l'arabe. Je suis certaine de ça. Je sais que peut-être j'en ai d'autres qui ne sont pas maternelles, mais avec qui j'ai une proximité peut-être encore plus grande que l'arabe maintenant. Mais voilà, je m'identifie comme femme tunisienne, relativement éduquée, avec une passion pour tout ce qui est manuel et construit, fait, mais où on voit la trace de la main de l'homme. Tu es né en Tunisie, tu as grandi en Tunisie. J'ai grandi en À Tunisie partir de quel âge tu as commencé à voyager? à partir de 18 ans. 18 ans. Oui. Donc j'imagine toute ta scolarité, la première scolarité avant l'université jusqu'au bac, c'était en Tunisie. Oui. Tu peux nous donner cet itinéraire scolaire? Alors oui, alors j'ai commencé l'école à Bizerte, à l'école franco-arabe. Bizerte était une magnifique expérience, mais pas à l'école à 5 ans. Je me sentais extrêmement perdue à l'école. Après, on a déménagé, la famille a déménagé vers Manouba. Et là, j'ai fait une année à Sidi Amour. Voilà, c'était aussi, je me souviens de ces premières années d'école comme un moment où on est perdu. Tout ce qui était de l'ordre de l'école m'était un peu étranger. Après, alors mes parents se sont dit que peut-être ces diamants ne pouvaient pas offrir un niveau réel. Mais mes deux parents sont professeurs, éducateurs, et donc l'éducation se passait beaucoup à la maison, hein. Donc l'école, c'était pour être inscrite. Quand j'ai déménagé, quand mes parents ont décidé de me changer vers cette école de la Manouba, l'école a commencé à m'intéresser grâce à deux professeurs dont j'ai oublié le nom de famille. Le premier s'appelle Sisler, le deuxième Siwahid, un professeur d'arabe et un professeur de français. Et là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils voulaient nous transmettre comme message.
Et voilà, et je suis restée là jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège. Après le collège, la famille a encore déménagé et là j'étais au lycée Père Blanc. Et j'ai compris que l'école était quelque chose d'important et d'intéressant. Et Il est où le lycée Père lycée Blanc? Père Blanc, c'est dans les quartiers de El Manzah à Tunis. Encore une fois, bon, en parallèle de l'école, j'ai fait le conservatoire. Je me sentais beaucoup plus chez moi au conservatoire qu'à l'école, mais ça allait bien mieux que le début. Et donc j'avais de bonnes notes, plutôt très bonnes notes, jusqu'au bac. Et puis voilà, au bac aussi, je me suis bien débrouillée et j'ai voulu faire architecture, c'était un choix. Et le bac, tu l'as fait dans quelle, j'allais dire, discipline? Oui, j'ai fait un bac scientifique, oui, en maths, oui. Ça m'a intéressée. Et là, figurez-vous que j'ai ma fille qui passe le bac et qui est aussi, bon, qui fait maths expert. Et avec ce que je n'ai plus refait de maths depuis le bac, et là, je peux encore l'aider. Pas parce que je suis matheuse, mais parce qu'on nous a tellement bien enseigné les maths. Je me rends compte que les bases, elle passe le bac français, et les bases ont été tellement solides. Ce n'est pas valable pour toutes les disciplines en humanité. Là, on ne les a pas eues. Là, j'ai dû me rattraper beaucoup après et lire tout ce que j'ai pu lire. Mais pour les maths, les bases sont tellement solides que même en n'ayant plus fait beaucoup de maths depuis le lycée, ça veut dire, je veux dire, ça fait bientôt 25 ans, que j'arrive encore à l'aider. Elle ne prend pas de cours particuliers. Voilà. Mais un Je suis architecte. très impressionnée, moi. Oui, alors chaque jour, je me dis, mais nos profs ont été extrêmement sérieux avec ça. Et donc, je suppose que beaucoup d'autres Tunisiens de ma génération ont cette formation-là, qui a été extrêmement solide pour toutes les matières scientifiques et malheureusement extrêmement friable, fragile pour les humanités, pour la philo, pour l'histoire, voilà. Pour les langues. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents littéraires, donc voilà, moi, j'ai un certain amour pour les langues comme ça, donc j'essaie de parler juste, disons. Mais je sais que d'autres n'ont pas eu cette chance. Les parents, d'abord, pourquoi ils ont bougé si souvent? C'est pour toi ou pour eux? Non, c'est pour eux. Qu'est-ce qui les a poussés là? Pourquoi? Et c'est en gros la carrière de mon père. Voilà, c'est plus. Tout le monde a suivi mon père, voilà, qui a eu une longue carrière et magnifique. Après, il est parti aussi de Tunisie. Ouais, et donc on l'a un petit peu suivi. Et ta mère? Et ma mère est professeure, elle est angliciste à la base et elle a enseigné le français toute sa vie. C'est comme ça dans le système tunisien. Voilà, elle est à la retraite maintenant. Et ton père aussi, il est à la retraite, j'imagine. Oui. D'accord. Quelle éducation tu as eue? Est-ce que c'était une famille plutôt conservatrice? Tu es une femme? Tu étais une petite gamine? Quel genre d'éducation sociale la gamine que tu étais a reçue de la part de ses parents? Et je ne saurais pas trop la classer. Ils ont tous les deux un côté, comme j'ai dit, ils sont littéraires et donc ils sont anglicistes, ils ont voyagé. Donc non, je n'ai pas eu d'éducation conservatrice du tout. Même de la part de mes grands-parents. Voilà, je ne pourrais pas dire ça. Et les valeurs, les grandes valeurs, c'est l'honnêteté, la vérité. Il y a une valeur comme ça, l'amour de la vie, l'amour de la curiosité, constamment, apprendre constamment, le rapport au livre, le respect de la terre, le rapport à la terre. Et puis, bon, peut-être que je pourrais dire, voilà, avec un père du Sud qui a grandi dans une oasis, une mère citadine qui ne connaissait pas le Sud du tout. Donc il y a cette rencontre dans ma famille, deux personnes qui se sont rencontrées à la faculté, qui ne se seraient pas rencontrées autrement. Et voilà, cette dualité a toujours existé comme ça dans ma famille. Une mère tunisoise, un père gabésien. Et
je sais pas, moi je le prends, je l'ai toujours pris comme une extrême richesse, hein, une chance incroyable. Voilà, on allait les vacances à Gabès, on rentrait à Tunis, on était plutôt chez nous, beaucoup chez nous. Voilà, la famille voilà, prétend avoir de longues racines à Tunis, pas prétend, c'est. Et donc, voilà, se sentir chez soi, c'est peut-être pour ça que je ne sais pas trop m'identifier, c'est ce grand. C'est cette rencontre familiale qui le fait. Et donc oui, je connais ces deux milieux très différents, très bien. Quand tu es devenue une jeune fille qui fréquente le lycée, qui sort et ainsi de suite, pareil, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas tu sors pas, tu reviens. Vraiment pas, vraiment pas. À un moment de ma vie, je me suis sentie plus conservatrice que mes parents. Avec ta fille? Non, avec moi-même. Avec moi-même. C'est voilà, le moment de quitter la maison et poser à mes propres contraintes à moi-même. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne dirais pas. Ma mère est extrêmement pieuse. Mon père a un rapport beaucoup plus souple avec, voilà, avec la croyance et la religion. Il n'y a aucune forme d'obligation, d'aucune manière. D'accord. Voilà, cette liberté comme ça, juste une tendresse constamment. Et voilà, on a pu évoluer, même pour mon frère, on n'a jamais eu de grosses contraintes comme ça, comme d'autres familles peuvent en avoir. Hein. J'ai des amis qui en parallèle avaient des problèmes que moi je n'avais pas du tout. Et d'ailleurs, et encore plus surprenant, hein, je ne sais pas bien l'expliquer, mais j'ai vécu longtemps, j'ai eu cette chance de vivre longtemps avec mes grands-parents. Et c'était aussi pareil. Hein. Il n'y a jamais eu aucune forme de, voilà, de pression, ni envers la religion, ni avec la manière de se porter, de se comporter en société, de s'habiller. On n'a jamais eu ça. Ni à Gabès, ni à Tunis. Tu as des frères et sœurs? J'ai un frère, un petit frère. Et toi, tu as qu'une seule fille, hein? J'ai deux filles. Une grande qui a 16 ans et une petite qui en a 11. Toi, tu es plutôt anglophone. Tu es devenue plutôt anglophone. Oui. Et pourquoi ta fille est dans un lycée français? Ah oui, ça c'est pas tout à fait un choix. Ce n'était pas un choix au début. Parce que... pourquoi le lycée français? Parce qu'il y en a partout dans le monde et à l'époque je pensais que j'allais voyager beaucoup. Mais je peux là assurer que même au lycée français, c'est en train de devenir très très anglophone. Les jeunes parlent anglais entre eux. Voilà, l'anglais est dominant. Hein. Ils sont plus à l'aise, bien sûr, ils sont très à l'aise à l'oral, mais aussi même pour s'exprimer, même pour communiquer dans les chats, ils communiquent en anglais. Quand on leur demande de filmer, justement de se filmer, ils se présentent en anglais, ils filment leurs petits documentaires d'école en anglais. Tu as eu ton bac? Oui. En quelle année? En 97. 97. Et après, tu as commencé le mouchoir, le morceau de ta formation universitaire et professionnelle. Ça, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques détails. Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité à un moment après le bac entre faire des études de musicologie, de musique ou d'architecture. Et alors voilà, on parlait de conservation. Après, mon père m'a dit, tu sais, tu peux faire une année comme ça, choisir, avant de faire musique, faire n'importe quoi d'autre et voir un peu le monde et puis revenir. Tu pourras toujours revenir. Ce n'était pas vrai. C'était pas facile. Une fois parti dans un chemin, c'était difficile de rebrousser chemin. Et donc oui, j'ai choisi. C'était mon deuxième choix très 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 fort hein, quand même. Hein. C'est pas un deuxième choix pour lequel j'avais une obligation. Et j'ai fait 2 années d'architecture à Tunis, qui était très 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 bien. Après, j'ai passé un concours et que j'ai réussi. Et je suis partie à Paris, à l'école spéciale d'architecture. J'ai fait mes études, j'ai fini mes études d'architecture là-bas. C'était une expérience... C'était une très très bonne expérience, hein. Je ne peux pas dire le contraire. Après, mon projet de fin d'études était un projet, voilà, comme tous les Tunisiens, en partant, on ne part jamais assez. Et mon projet d'études était un théâtre flottant sur le lac de Tunis. Et ça m'a permis de faire la connaissance de
de professionnels, donc d'architectes qui travaillaient en architecture navale, pour construire des bateaux un peu partout dans le monde, à Paris bien sûr, mais voilà, à New York, à Dubaï. Et j'ai travaillé avec eux. Donc le bureau s'appelle Sand Design et l'architecte s'appelle Gérard Ronzati. Magnifique équipe, magnifique expérience. C'était probablement l'expérience la plus formatrice que j'ai pu avoir jusque-là. Voilà, j'ai travaillé 3 ans chez Sand Design sur une péniche à Paris à dessiner des bateaux. À dessiner des objets flottants, disons, et aussi à voyager un peu partout en France pour faire du chantier de bateaux, donc de la tôle, de la ferronnerie et beaucoup de tout ça. Bon, c'est des bateaux qui sont après destinés à être, être des lieux de haut standing, hein, des restaurants, des bateaux de promenade. Mais il y avait tout là-dedans, beaucoup. Voilà, tout ce que j'aimais. Le côté comme ça, voyager, bouger. Et le côté, faire du détail comme ça, comme de la broderie. On ne pouvait pas se permettre et dessiner tout au millimètre près. Et après, faire des dessins où chaque boulon compte et après les voir être réalisés, ça c'était vraiment bien. Après ceci, j'ai eu ma première fille et avec une personne qui travaillait avec moi à Sand Design, on est sortis parce que moi j'avais bougé à Londres entre-temps et on s'est dit on va commencer à nous mettre à notre propre compte. Et donc mon partenaire s'appelle Jean-Baptiste Barache. Et on a construit notre première maison. Une maison pour un couple, une famille reconstituée, une maison de campagne en Bourgogne. Et c'était l'occasion de faire ce qu'on a toujours voulu faire, sortir un peu. Alors, construire des bateaux, c'était beau, mais ce n'était pas trop les idées. C'était très, très formateur. Et alors, on a commencé à construire des maisons écologiques, en bois, minimales, simples. Donc, l'idée, au tout début, c'était que ces maisons soient à bon marché. Alors là, on n'a pas pu continuer beaucoup dans le bon marché parce que la catégorie de clients a fini par changer. Je ne dirais pas écologique parce que on n'a pas commencé avec des moyens incroyables, mais c'est une architecture respectueuse de l'environnement. Et donc, j'ai fait ça 11 ans, de loin, de Londres à Paris, et puis en bougeant comme ça, en faisant des semaines de 3 jours à Londres, 2 jours à Paris. Donc à un moment donné aussi, je me suis dit, bon, c'était peut-être un peu après la Révolution, 2014, c'était ce retour à l'université, parce que c'était bien d'être dans les Alpes et en Bourgogne et de construire... Retour à l'université pour étudier ou pour enseigner? Pour étudier. Pour un master en histoire d'architecture islamique. À SOAS, à Londres. Ah oui, c'est à SOAS, oui. À SOAS, à Londres, pour étudier la Tunisie. L'idée était là, sous-jacente depuis très 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 longtemps. Et dans ma tête, maintenant, je la relie beaucoup avec la révolution tunisienne, avec ce qui s'est passé en 2011, avec cette envie de se retrouver comme ça. Parce que à ce stade-là, j'étais à 15 ans loin de la Tunisie. Les années 2000 en Tunisie, je connais beaucoup de gens qui ont un peu commencé à couper le cordon, à se dire que peut-être, on va leur laisser le pays. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt là. Et l'intérêt, j'avoue, il est revenu. Hein. C'est ma petite révolution individuelle était celle-là, d'essayer de comprendre d'où on vient. À travers ce que je savais faire le mieux, ça veut dire l'architecture, le bâti, les monuments, la ville. Et j'ai fait ça, j'ai écrit donc ma dissertation sur la zaytouna, les 3 premiers siècles de la zaytouna. Et la zaytouna comme monument, pas comme institution. Et là, je viens de publier un autre article sur le minaret de la zaytouna, comme un objet colonial, là où on s'y attend le mieux, ça veut dire au cœur du monument, au cœur du temple du sunnisme, du temple médiéval. Il y a un minaret qui a été construit à la toute fin du 19e siècle, 10 ans après l'établissement du protectorat
Et voilà, j'ai essayé de retracer comment on est arrivé à, voilà, à changer de minaret, comment la ville est arrivée à changer de minaret. Donc voilà, des questions de démolition, parce qu'il y a eu une démolition d'un minaret pour le remplacer par un autre, mais aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un objet colonial, et qu'est-ce que ça veut dire la présence de cet objet colonial qui est devenu quand même l'icône. Toutes les photos de la Zitouna, au lieu de regarder le dôme, qui est un dôme ziride du XIe siècle et qui est absolument unique et magnifique, on regarde le minaret à la fin du XIXe et qui est aussi magnifique, qui est construit par des artisans tunisiens. L'article est dans Muqarnas. C'est un peu l'histoire de ces gens, tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, contribuer à l'histoire de cet objet. D'accord, ce n'est plus de moi que je parle, mais c'est un peu... Voilà, non, mais c'est très important. 2011, c'était quoi pour la femme je dirais, largement plus qu'adulte, 15 ans d'éloignement de la Tunisie. C'était à un moment, il y a de nouvelles opportunités pour aller trouver une nouvelle carrière, des choses comme ça, ou il y avait aussi une remise en cause personnelle, peut-être d'un itinéraire de choix? C'était extrêmement important. C'était un moment fondateur. Le 14 janvier, je le classe comme un des jours les plus importants de ma vie. C'était comme retrouver un très 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 vieil ami qui est une patrie au fait. Non, ce n'était pas une opportunité, c'est un réel moment de changement. Pas sentie aussi heureuse peut-être après avec la chute de Moubarak qui ne m'intéressait pas, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est un réel sentiment de soulagement comme ça. Ma vision d'architecte, je décris toujours comme ça. C'est comme si il y avait une chape comme ça, une grosse chape de béton. Et l'avion de Ben Ali en partant avait arraché cette chape. Et du coup, tout devenait possible. Voilà, il y avait des jardins au-dessous. Il y avait une terre comme ça. Ma fille avait quelques jours, le 14 janvier, elle avait moins de 20 jours. Et je relis beaucoup ces deux moments dans ma tête. Et donc, c'est un moment, oui, c'est un immense soulagement. Comme ça, c'est comme retrouver un aïeul, comme retrouver une patrie. C'est un moment, oui, c'est un moment de grand changement. Donc le 14 janvier, tu n'étais pas l'architecte. Non, j'étais la personne. Tu étais Siam. J'étais Siam, oui. Siam, tunisienne, avec ton histoire. Oui, la seule lien avec l'architecture, c'est cette chape-là. Comme si on arriverait à arracher comme ça du béton sur une ville entière. Et au-delà de l'émotion du moment, j'imagine qu'il y avait un moment d'espérance. Est-ce que si j'interprète ce que tu dis, est-ce que cette espérance est encore là aujourd'hui? Oui, il y a eu des hauts et des bas, et voilà, des moments terribles, on les a tous vus, mais oui, je pense qu'il est encore là, oui. En tout cas, je n'ai plus... Je me dis que le moment où j'aurais envie de repartir serait peut-être la grosse catastrophe, d'abord sur le plan personnel, et ensuite ça voudra dire que cette espérance n'est plus là. Je n'ai aucune envie de repartir nulle part, j'ai envie de rester ici et de faire des choses, de contribuer. Alors, on va revenir un peu au travail intellectuel. Pourquoi cette concentration sur un monument religieux d'abord, avant d'être autre chose? Pourquoi ne pas travailler sur, je ne sais pas moi, la Goulette, l'architecture dans le sud ou ailleurs? Oui, c'est encore une fois l'idée d'essayer de trouver la racine, de trouver la toute première racine. Oui. Et donc, pourquoi les Zitouna? Oui, la racine, j'ai l'impression que comme dans un arbre, la toute première racine, peut-être que je me trompe, pour moi, elle était là, voilà, là où tout a commencé, d'essayer de commencer depuis le début et comprendre pourquoi on en est là. Et la question cachée derrière ça, pourquoi on est bloqué là? Qu'est-ce qui nous bloque? Toute cette histoire qui est derrière nous, qui est d'une extrême importance et d'une extrême richesse, et qu'est-ce qu'on a perdu sur le chemin, et pourquoi cette lourdeur, cette impossibilité d'avancer, en gros, pour un peuple entier, même quand l'opportunité s'est présentée, même quand les gens se sont soulevés, même quand il y a eu ce momentum comme ça de
possible liberté, ben voilà, on a probablement un peu raté. Oui, donc la question c'est voilà, d'où on vient, où on va, et entre-temps, qu'est-ce qu'on a accumulé sur le chemin. Et donc la zitoune, bon, oui, j'ai l'impression que ça fait partie des premières racines. On se trompe toujours en disant que Kerouan est venu en premier. Bon, bien sûr, hein, il y a l'Antiquité, mais là, je ne sais pas pourquoi ça m'intéressait un peu mieux. C'est ce rapport à l'islam aussi. Donc, voilà, c'est aussi cette partie oubliée, hein, parce que les historiens français, toute cette construction historique, cette narration coloniale a en quelque sorte minimisé ce qu'on appelle le Moyen-Âge en Tunisie, donc l'islam en Tunisie. Donc c'est une histoire un peu comme ça, comme s'il y avait un grand vide gris. Un immense vide gris. Voilà, la Tunisie importante, c'est la Tunisie antique, phénicienne, romaine, même byzantine, même la Tunisie byzantine n'est pas importante. Pardon. Et donc, oui, je voulais savoir quel est le réel rapport de ce pays avec l'islam. Et donc, la Zitoune et Kerouan ont été fondés à quelques années d'intervalle. Hein. C'est pas Kerouan qui est venu en premier. Et donc, voilà, c'est une recherche comme ça d'appartenance, mais aussi une recherche de où ça a commencé, comment ça a commencé, où est la vérité, quels sont les petits brins de vérité sur lesquels on peut s'accrocher pour qu'on ne nous raconte pas d'histoire. L'architecture devient un prétexte. Ce qui est très bien avec la pierre, c'est que, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'aime beaucoup cette idée que la pierre, elle ment beaucoup moins que le texte. C'est-à-dire, on peut lire ce que les gens qui sont venus, ont vu et ont écrit l'histoire, mais voir un monument, observer la pierre, ça dit beaucoup, c'est énorme. La quantité d'informations qu'on peut trouver dans un monument. Ça dit quoi? Ça dit le savoir-faire, ça dit voilà, l'état d'esprit, cette envie de bien faire, de construire solidement, cette envie de résister au temps, à la mort, au passage, au fait que notre passage à tous sur Terre, une envie d'éternité, une envie de construire pour l'éternité. Ça dit la main, la main ment mieux que le cerveau, et donc ça dit ce que le cerveau a dit à cette main qui a construit ce monument et pourquoi l'avoir fait. Et donc si on sait lire, pour celui qui sait lire, c'est une science hein, de savoir. C'est à ça que servent les historiens de l'art, les archéologues. On peut trouver beaucoup d'informations, qu'on peut croire, des informations auxquelles on peut s'accrocher. Pour ceux qui cherchent la vérité, encore une fois. Pas des narrations. C'est un peu aussi un peu l'histoire de l'identité. Toujours. La tienne? Toujours. La tienne, d'abord, oui. ou l'identité collective? L'identité collective n'a aucune importance. Hein. C'est vraiment une idée que je déteste. Et notre perte, ça a été cette perte justement de cosmopolitanisme. Et voilà, c'est cette uniformité là, c'est la dictature qui nous a fait comme ça, je pense, comme une espèce de moule. Avec cette idée d'identité, de tout ce qu'on est comme peuple, et les Tunisiens. Et ça, c'est très, très fatigant. C'est très fatigant, je pense. Oui, donc la tunisianité, c'est pas quelque chose qui... Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, non. C'est même quelque chose que maintenant je déteste de plus en plus. Non, c'est le rapport à la terre qui est important. C'est le rapport à la terre, je pense. Hein, on est ici tunisiens parce que voilà, on est sur cette terre. Nos grands-parents ont marché là-dessus. C'est une culture et ils ont probablement contribué. Donc voilà, on vient de cette partie du monde et c'est ce rapport à cette partie du monde qui il y a un lien, encore une fois, il y a une racine et il se trouve qu'elle est là. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucun intérêt à trouver la tunisianité du voisin et la nôtre parce que pour l'Aïd, on fait le couscous. C'est même une idée très frustrante pour moi, malheureusement. Je ne sais pas si ça vous choque.
Non, pas forcément. En tout cas, ça aussi, ça fait partie de liberté intellectuelle de chacun et chacune d'entre nous, évidemment. Donc, si tunisianité il y a, ce serait voilà une espèce d'amour, de tendresse commune, d'envie, d'empathie commune pour une même terre, comme ça, pour un même lieu. Mais l'idée de frontière est bizarre. L'idée de nation est encore plus bizarre. Enfin, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui me... Pourquoi, au-delà de cette ligne où l'Algérie commence, voilà, la tunisianité va s'arrêter là, sur la frontière. Et, ma petite fille me disait la dernière fois, en regardant le drapeau tunisien, il me dit, il est tellement beau ce drapeau. Elle est passionnée voilà, de géographie et de drapeaux, elle connaît les drapeaux du monde entier. Moi, quand je regarde le drapeau tunisien, pour moi, c'est le plus majestueux et le plus beau et le plus... Je dis, c'est magnifique, oui, c'est bien, mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'elle sait pourquoi? C'est bien. Elle n'a pas su répondre. Non, elle dit, voilà, c'est le nôtre. C'est le nôtre. J'aime bien cette idée de drapeau, mais l'idée de se ressembler sur quelque chose. J'aime beaucoup cette idée un amour commun, une vision commune aussi pour un futur commun, mais je déteste l'idée d'uniformité. Et je pense que ça fait partie des choses qui nous bloquent. C'est de vouloir autant se ressembler et d'agir de la même manière. Si je reprends un peu... tu as commencé par un projet d'un théâtre. Tu es passé à, si je peux mettre tout ça dans un paquet que j'appellerais la maison écologique, donc construire en relation avec l'écologie, je mets ça entre guillemets. Et puis après 2011, c'est un monument historique, en l'occurrence religieux, mais bon... Mais c'est un moment historique qui t'envoie dans une autre dimension, l'histoire longue, l'identité individuelle. Mais aussi, quelque part, quand tu parles de la Terre, c'est aussi, il y a une dimension de collectif quand on parle de la Terre, telle que je l'entends personnellement. Elle est où la cohérence là-dedans? Entre le théâtre, la maison écologique, le monument historique, et ainsi de suite. Peut-être qu'il n'y en a pas vraiment. La cohérence, c'est que c'est déjà, par exemple, la ville de Tunis. Alors le théâtre, le côté flottant de ce théâtre est très important, hein, parce que le théâtre était fait pour bouger d'un quartier à l'autre, pour que tout le monde ait accès à un même lieu. Parce qu'à l'époque, on voyait bien tous ces quartiers du lac être construits, et on voyait bien que c'était en train de causer des inégalités. On ne savait pas ce que ça allait devenir. Maintenant, on a vu, c'est pas glorieux. Et donc, l'idée, c'était que ce théâtre s'arrête à la Goulette, au lac, et après à Radès. Et donc, c'était celle-là l'idée. C'est plus l'idée de la ville qui fonctionne ensemble, de casser les frontières dans la ville, que l'idée du théâtre. Alors, elle est où la cohérence? Elle est, je pense, dans cette envie de comprendre et d'utiliser l'objet bâti pour exprimer quelque chose, pour exprimer une envie, des fois une révolte, des fois une recherche de vérité. C'est toujours l'objet bâti qui est le medium, qui est l'outil en gros pour comprendre et pour résoudre des problèmes. Et aussi c'est venu comme ça au gré des rencontres, hein. On a commencé à construire ces maisons en France parce que cette rencontre déjà avec Jean-Baptiste Barache, mais aussi parce que cette envie de construire différemment, de réagir au béton, à utiliser le bois, apprendre à connaître le bois et puis à construire local. D'ailleurs, dès que je suis rentrée à Tunis, le rapport avec le bois s'est arrêté parce que ce n'était plus local. Donc ce n'était pas le bois, c'était utiliser, c'était construire pour s'exprimer. C'est ça, je pense que c'est ça la ligne rouge. Et ça vient de très loin derrière aussi. Hein. Ça vient même de l'enfance. Je me permets de rappeler qu'on est dans ce quartier tout neuf qui s'appelle Lac 2, à Tunis, donc en Tunisie bien sûr.
qu'est-ce qu'il parle, ce quartier? Qu'est-ce qu'il dit pour l'architecte? Pour l'architecte, déjà pour le citoyen, hein, il faut comprendre bien ce quartier. Ce quartier, il vient des années 1980. Il vient peut-être d'un peu de plus loin, alors d'une espèce de catastrophe écologique qui a eu lieu au moment de la construction au moment où Tunis a commencé à s'étaler au-delà de la Médina, et donc la construction de ce qui est aujourd'hui le centre-ville. Et donc la ville a doublé puis triplé de superficie. Et les eaux usées se sont déversées. Ça a toujours été le cas, mais à un moment, la ville a beaucoup grandi et les eaux usées se déversaient dans le lac. Et donc ça a rendu, qui n'est pas un lac, hein, qui est une lagune d'eau salée. Et donc ça a créé une immense catastrophe qui aurait pu tuer Tunis comme d'autres projets, comme d'autres villes ont été immensément blessées, comme Sfax, comme Gabès, par un problème de pollution. Bourguiba, donc une des œuvres de Bourguiba a été d'essayer de résoudre ce problème, d'essayer de se résoudre. C'était quand même une opération écologique, sans en avoir les moyens. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé des ingénieurs hollandais, les meilleurs en travaux maritimes qui soient dans le monde, hein, et n'ayant pas les moyens de les payer, il y a eu une association avec un groupe saoudien ce groupe était payé avec des terrains. Avec les terrains qui auraient été remblayés. C'est des terrains artificiels. Là, on est assis sur des terrains artificiels créés pour que la Tunisie puisse payer la restauration, l'assainissement du lac de Tunis. Et donc ça, c'est les années 80. Et donc ce territoire sur lequel on est tout le territoire du lac, un grand demi-cercle qui entoure la lagune de Tunis. Et donc c'est un lieu qui appartient à la fois à ce groupe saoudien et à la Tunisie, sur lequel la Tunisie comme État n'a pas toute souveraineté. Et je pense qu'au début, donc, vu sa nature, il a été conçu et vu, et on connaît les plans, comme une gated community, comme quelque chose de très fermé. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans les années 80-90, il y avait 2 entrées au lac, 2 checkpoints. Et c'était le seul rapport de ce lieu avec la ville. Donc c'est un drôle de lieu, c'est un lieu hybride qui n'appartient pas tout à fait. Ils ont compris après le temps, même Ben Ali a compris, tous ceux qui ont géré cet espace ont compris que c'était pas possible d'utiliser ce lieu pour seulement de la spéculation. Et donc il a été réintégré à la ville. On a commencé à le réintégrer à la route de la Marsa et tout ça. Alors le même sort est pour le lac Sud maintenant. Le lac Sud est une situation extrêmement compliquée pour la ville de Tunis. On ne parle pas de petits terrains là, on parle de ce qui représente d'abord le seul futur possible et le seul lieu où Tunis peut avancer vers la mer, ce qui est son évolution, ce qui serait son extension naturelle. Donc on parle de centaines de hectares. Le lac Sud, c'est une autre opération impressionnante, hein, dont personne ne parle. C'est pour ça que à la fin, on peut estimer que cette révolution urbaine n'a jamais eu lieu. C'est que c'est un lieu qui a été donné par Ben Ali, apparemment pour $1 symbolique, à une société émiratie cette fois-ci. Et les terrains incluent le port de Tunis, l'ancien port de Tunis, bien sûr. Et c'est pour ça. Et maintenant, on a quelque chose comme, je ne sais pas, comme 200 ou 300 hectares dans le sud de Tunis, qui est comme ça. On ne peut rien faire. Ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à la ville. Et donc, ce lieu sur lequel le pays n'est pas extrêmement souverain, hein. Et c'est un lieu très, très, très problématique pour cela. Alors, le lac Nord a un sort quand même qui est en train d'être restauré. Là, je ne sais pas si vous avez vu le lac Zéro. Donc, il y a maintenant un immense changement. La mayonnaise a pris le rapport de ces terrains à la ville est en train d'être restauré. C'est en train d'être fait différemment.
le lac Sud et le port de Tunis, c'est des lieux extrêmement problématiques aujourd'hui. C'est des lieux qui n'appartiennent à personne et qui sont là, et qui bloquent. Ils appartiennent aux Et Émiratis. aux Émiratis, pardon. Et les Émiratis ne veulent rien faire. Et non. Non. Et t'en ferais quoi, toi, si on te donnait la décision? Moi, le port est un port, ça c'est extrêmement important. Voilà ce que peut faire la dictature, hein. Vendre un port. Parce que pour des illusions de projets ultra futuristes et pour la Dubaï de la Méditerranée, voilà, vendre un port à un dinar symbolique, ça c'est quelque chose. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a par exemple de longues vidéos de Abd Nasser Al-Aouni. Il a essayé d'expliquer ça à tout le monde au début, dans les premières années après la Révolution. Et puis bon, tout le monde s'est retrouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la question a été étouffée. Et je pense qu'elle le sera pour des décennies encore. Moi, j'en ferais quoi? Moi, voilà, on est dans une ville sans jardin, sans parc. Je les planterai, mais moi, heureusement que c'est pas moi qui vais décider. Oh, ça pourrait arriver. Je pense pas. Non, je pense pas que j'aurais à décider. Il faut planter. Il faut planter. Donc, ça serait un parc. Il y a aussi le lac de Sijoumi de l'autre côté. Et il y a la même chose. Il y a aussi une opération. Un peu moins problématique. Il y a encore de l'espoir au Sijoumi. Encore de l'espoir. Je pense que c'est un peu moins problématique parce qu'au moins on est souverain et au moins c'est une question nationale. Le lac Sud, c'est vraiment un immense problème. Hein. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle et pourquoi ça a été aussi étouffé. Sijoumi est moins... bien sûr, voilà, ça soulève des questions... pour les quartiers sud de Tunis, ça soulève des questions pour tout le quartier de Sidi Yassine, pour tout le Tunis sud. Ça soulève aussi des questions écologiques et ornithologiques et les flamants roses et tout. Mais le lac, la lagune de Tunis, on l'oublie. C'est comme le Nil a fait le Caire, la lagune de Tunis a fait Tunis. Donc, c'est pas Sijoum, mais c'est cette lagune est la raison d'être de la ville. Et donc, c'est aussi, on ne peut pas l'ignorer autant et se dire, voilà, oui, c'est une flaque, c'est une étendue d'eau. Et les capitales, pour pouvoir cette ville-là maintenant qui a évolué de manière tellement fragmentée et non cohérente, sa cohérence possible, elle est autour de cette lagune. Donc le lac, il n'y avait pas de lac nord et sud, hein, cette route de la Goulette et tout ça. C'est une même entité naturelle, c'est une même entité. Donc c'est d'une importance, si on voit un futur à cette ville qui est Tunis, il est là. Il est autour de cette lagune. Il est probablement aussi, j'ose dire, accessoirement à Sijoumi, ailleurs et vers les... Mais le cœur est ici. Le cœur est dans la lagune. Pour le moment, il reste déconnecté, le cœur. Oui. La ville est un produit social, on est d'accord. Je te renvoie un peu à ton statut d'historienne, même si c'est l'histoire presque immédiate, contemporaine. Quand on traverse ces quartiers du centre-ville, et on a l'impression d'être dans une ville, entre guillemets, islamique, ou je ne sais pas, enfin, comment, la Médina. Et après la ville coloniale, et après on arrive ici. Cette idée de la ville est un produit social. Il est où le social là-dedans? Disons que c'est un produit humain avant d'être social, parce que nous on a une longue histoire de colonisation, et donc est-ce que la question c'est... Voilà, est-ce qu'une minorité au pouvoir fait partie de la société ou pas? C'est le produit d'une gouvernance, c'est le produit d'une politique publique, donc c'est un produit du pouvoir, c'est une expression du pouvoir. Avant, probablement, vous allez dire, voilà, une ville construite par des esclaves, c'est la volonté de celui qui est au pouvoir plus que la volonté de l'esclave. Ça n'enlève pas la société, mais malheureusement, la ville comme entité, c'est une expression du pouvoir, je pense. Et donc, il est où le pouvoir? Il est voilà, c'est cette ligne-là que tu viens de mentionner,
Médina, centre-ville de Tunis, ville coloniale, et après, voilà, tout ce nouveau Tunis, post-années 80, l'hégémonie, et puis maintenant, voilà, cette avancée vers la mer et le lac. C'est des expressions du pouvoir. Avec cette société, ces communautés, avec du grignotage, voilà, des petites expressions, des expressions d'existence. Voilà, on existe. C'est une idée difficile à admettre, hein, et peut-être que c'est peut-être moi seulement qui le vois comme ça. Mais j'essaie aussi, ça vient aussi de cette grande déception de ces 10 dernières années, parce que on pense toujours, et d'ailleurs on enseigne l'architecture et l'urbanisme comme quelque chose, du moins c'est comme ça que moi on me l'a enseigné. Hein. La ville, l'architecture, l'environnement bâti n'est pas quelque chose qui avance parallèlement à tout le reste. Non, c'est une autre forme d'expression de tout le reste, de l'économie et de la politique. Maintenant, on a compris que l'économie est aussi une expression de ce qui se passe dans les politiques publiques. Et donc, c'est une autre expérience, c'est une forme. Voilà, ce sont des lois et des décisions et des visions politiques, mais construites avec du béton, du verre, de l'acier, de la brique, de la terre. Voilà. C'est une autre. Il faut le voir comme ça. Il faut vraiment imaginer. Ouais. Voir un immeuble, ce sont des lois qui sont comme ça, sous une autre forme. Il faut essayer de. C'est un magnifique exercice que de faire ça. Pourquoi cet immeuble est comme ça? Parce qu'il y a des réglementations urbaines qui ont existé. C'est des règles ou des non-règles, ou des zones noires. Et là, c'est magnifique, là, parce que là, on voit ce qui arrive quand il n'y a pas de règles, mais c'est aussi, la non-règle, voilà, c'est non-existence de règles. Et c'est comme ça, la cité. Alors, on parle d'informel et on parle des choses comme ça. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'appelle ça le produit social. Je pense qu'il faut aussi relativiser un peu cette idée de l'absence de pouvoir dans l'informel. On sait bien que il y a toujours une forme ou une autre de pouvoir. Il y a des pouvoirs de quartier, il y a toujours une autorité donnée. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le Caire, par exemple, sur des mafias de quartier qui gèrent. Hein. Ce n'est pas quand il n'y a pas le pouvoir officiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout. Vous faites référence aux travaux d'Agnès de Boulay, par exemple. Oui, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de pouvoir. Donc il y a toujours ces mécanismes de régulation, ils existent. C'est pas nécessairement une hiérarchie, mais il y a toujours des règles qui s'établissent. Donc Sidi Hassine, Jebel Ahmed aussi, il y a des études. Donc même dans l'informel, on arrive toujours à une échelle où ça ne peut plus se passer sans une forme, sans des mécanismes je mets mes règles, et ce sont des mécanismes de règles. Donc c'est pour ça que la ville est intéressante, elle se crée elle-même. Pourquoi la même chose arrive à Sidi Hassine et à Carthage? C'est encore, c'est le rapport à l'État, le rapport à la chose publique. Quand on va dans les quartiers comme ça, on dit, lui, il a construit sa maison à la lumière d'une bougie. Et c'est attendrissant. À Carthage, c'est beaucoup moins attendrissant. C'est la corruption pure et dure. Mais je pense que c'est cette même forme du rapport déjà à l'État, du rapport à l'État, du rapport à la chose publique, et puis de cette corruption généralisée. La corruption, si on extrait le côté moral ou moralisant de l'histoire, c'est aussi une dynamique de production de l'espace. Ou des démolitions de l'espace. Oui, non, mais en démolissant, on construit. C'est vrai, dans la chose urbaine, surtout de l'expérience de laquelle nous, Tunisiens, on sort, et ce qui est devenu de nos villes qui sont des villes des fois millénaires, multimillénaires. Ça veut dire que la corruption a été un facteur vraiment des plus désastreux. Hein. Dans d'autres sociétés, on apprend aux enfants, on leur apprend leur rapport à cette ville. Et donc, du rapport à la ville, on apprend beaucoup de choses. Du rapport aussi à ce qu'on trouve avant qu'on ne soit là. Ça veut dire du rapport au patrimoine. Le patrimoine, c'est pas une idée comme ça romantique. Le patrimoine,
c'est ce qu'on a trouvé avant nous. Donc ça apprend la responsabilité, ça apprend l'humilité, ça apprend le respect de ce qu'on a en tant que communauté humaine vivant ensemble sur un même territoire de commun, qui ne nous appartient pas à nous, qui intéresse beaucoup d'autres gens aussi. Et donc, nous, on ne nous a pas appris ça. Et donc, la corruption a été une espèce d'immense roue comme ça, disons que voilà que ça vient de l'Empire ottoman, ça a continué, et donc qui a tué ce rapport à la chose publique, qui a tué ce rapport d'un enfant à la ville, qui fait qu'on peut se permettre de démolir un trottoir ou de construire sur un trottoir ou d'en grignoter ou de couper un arbre, parce que maintenant je vois là les gens ils coupent les arbres parce que leurs caméras de surveillance n'ont plus assez d'angle de vue. C'est désastreux. Ça te choque? Oui, immensément, oui. Oui. C'est l'idée du contrôle? Je suis très très triste de ce qui se passe dans une ville comme Tunis. Hein. Ça me concerne. Et aussi, je pense qu'après le confinement a servi à une forme de réconciliation, parce que cette ville-là, qui est devenue une ville pour les voitures, est redevenue une ville pour les êtres humains, pour les gens où on peut marcher, qu'on peut voir. Et un peu de silence, et ça a été une réconciliation, le confinement. Pas que pour moi, pour beaucoup de gens, et pas que pour Tunis, pour beaucoup d'autres villes. Et donc, on peut imaginer comment ça pourrait être. Donc oui, ça me choque, oui, ce rapport, encore une fois, à la terre, et cette haine, finalement, j'ai peut-être dit beaucoup de fois, la ville est une expression de nous-mêmes, et donc maltraiter à ce point ce décorum dans lequel on évolue, et cette expression bâtie de nous-mêmes est une haine de soi. Pas d'autre explication, c'est une violence, c'est une violence contre soi, et c'est terrible. Je ne sais pas comment arrêter. Il y a eu des lois de localisation, des municipalités pour lesquelles on vote, ça n'a rien amélioré. Personne ne ressent l'urgence du changement climatique, personne ne ressent l'urgence de la chose publique, personne ne ressent aucune urgence quand il s'agit de la ville, et on en parle si peu, et les architectes écrivent si peu. Et bien sûr, elle est géographe, heureusement, mais il n'y a pas eu de révolution urbaine. Honnêtement, il n'y en a pas eu. C'est la deuxième fois que tu parles de révolution urbaine. Qu'est-ce que tu attends là-dedans? C'est quoi une révolution urbaine? Je l'ai attendu. Ce serait quoi? C'est des lois, des lois votées pour protéger, déjà, pour arrêter l'hémorragie, déjà. Et pour protéger la terre, pour protéger le patrimoine. Oui, je pense que ce n'est possible que comme ça, oui. Pourquoi on n'a pas réussi à Sidi Hassin ou Haya Hlal ou des trucs comme ça? Parce que l'État doit être la locomotive, c'est comme ça. Comme je disais, la ville est une manifestation du pouvoir. Il n'y a pas d'autre choix. C'est les marchés publics qui doivent donner le... Je pense, peut-être que je me trompe, c'est pas des manifestations individuelles comme ça, petites. Il y en a eu, on en a vu beaucoup. Combien de potagers sont venus comme ça en ville, combien de gens sont en train de planter leur toit et tout ça. Mais c'est bien, mais c'est de l'éphémère. Il faut du substantiel, et le substantiel, il vient des marchés publics. Je sais pas, je crois en l'État régulateur. Cette révolution attendue, rêvée, n'est pas compatible avec la formelle? Oui, est-ce que les choses évolueraient moins pire que si elles évoluaient d'elles-mêmes? On parle souvent, notamment au Caire, où j'ai vécu pendant longtemps, et ailleurs, et je connais plusieurs travaux, dont celle d'Agnès de Boulet, sur le côté informel, où il y a une inventivité, il y a de la création, il y a de la recherche de quelque chose qui ne se soumet pas au pouvoir de l'État. Il y a d'autres mécanismes de pouvoir, mais qui crée la ville. Qui crée la ville en laissant toujours l'espace partagé comme résiduel. Bien sûr, c'est merveilleux. Bien sûr, là, quand on va, par exemple, Sidi Bou Saïd a été à l'origine un quartier informel où chacun a pris son bout de terrain. Et donc oui, ça peut créer... La question des villes, c'est qu'à une échelle donnée, je vais utiliser des métaphores,
ça devient un monstre, hein, ville. Voilà, c'est l'échelle, c'est une question d'échelle. Ça veut dire, bien sûr, c'est magnifique à l'échelle d'un village et ça peut créer quelque chose de vernaculaire et de beau et d'authentique. Ah, je pense que c'est le facteur de l'échelle qui est très problématique parce que oublier les lieux, oublier l'espace public à l'échelle d'un village peut encore fonctionner, mais l'oublier à l'échelle d'une métropole, c'est gravissime. Ça, voilà, ça donne des monstres comme on en connaît, comme Tunis est en train de devenir. Hein. Voilà, c'est des lieux de voitures et après on se retrouve à construire des échangeurs, à créer des inégalités atroces, voilà, et à créer une gourmandise contre la terre, à se retrouver avec des villes non plantées, sans oxygène, et à créer de l'effet de serre, des îlots de chaleur terribles, et voilà, on peut créer un monstre. Oui et non. Et c'est la question de l'échelle qui change. 2 millions d'habitants, c'est déjà une métropole, hein, sans l'être, et c'est grave. On sait maintenant que c'est grave, c'est dangereux pour les humains. C'est-à-dire que voilà, les questions des villes, c'est... Je sais pas, peut-être que j'exagère, c'est parce que je le vois et je le ressens comme ça. C'est des questions de vie ou de mort, hein, pour les gens qui y habitent. C'est pas des questions d'esthétique c'est pas des questions. C'est des questions exactement comme les questions de l'eau, comme les questions de la nourriture, comme les questions de l'environnement. C'est l'univers bâti est une question de vie ou de mort. Une ville peut être dangereuse, Oui. peut être mortelle. Ah oui. C'est comme ça, c'est pour ça que tu parles de monstre. Oui. Il y a la notion d'espace public a un sens en Tunisie. Je ne sais pas pourquoi cette haine encore, hein, pourquoi cette... c'est un grand mystère pour moi, cette question d'avoir autant marginalisé et oublié l'espace public. Est-ce que ça a un sens ? On aurait voulu, justement, c'était ça l'attendu de la révolution. J'ai sur mon ordinateur un fichier comme ça que j'ai ouvert il y a maintenant, je sais pas, 5 ans peut-être. Et il est là, il va d'ordinateur à ordinateur. Il s'appelle « La révolution urbaine n'a pas eu lieu ». J'ai essayé de l'écrire, de me l'expliquer, parce qu'au début, il s'appelait « La révolution urbaine ». Ouais. Après, au titre est venu « N'a pas eu lieu ». Parce qu'on s'est dit que voilà, le temps de la ville est plus long. Peut-être qu'il fallait attendre. Peut-être qu'elle allait apparaître un jour ou l'autre. Peut-être qu'on verrait une responsabilité donnée. Puis, quand il y a eu cette histoire de la loi IMR, les immeubles menacent en ruine, c'est le moment où j'ai changé le titre. Il n'y a rien eu. Il y a eu une dégradation de l'infrastructure. Il y a eu une immense dégradation de l'espace public. Et je ne sais pas, c'est un grand mystère. Vraiment, il faudrait s'y pencher et essayer de comprendre pourquoi. Les études que j'ai vues, c'est des gens qui ont observé, par exemple, du street art ou des phénomènes, des performances dans la rue, ou c'est vraiment des festivals comme ça, urbains. C'est vrai que c'est magnifique, mais c'est superficiel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, on vit dans une ville déjà qui ne nous représentait pas, elle ne nous représente pas du tout. Ça veut dire que la société a un peu évolué. C'est magnifique. Il y a eu une forme je pense qu'il y a eu quelque chose de substantiel, voilà, dans la liberté d'expression, dans l'expression, dans la manière d'être. Je pense que quelque chose a pu changer. C'est une génération qui est plus libre dans l'espace public, mais les fondations, l'expression matérielle, parce que là c'est ça en fait, depuis tout à l'heure, ce dont on parle, c'est une culture matérielle, ne correspond pas à la vie qui est en train d'y arriver. Elle n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de changement. Et pour qu'il y ait changement, il faudrait qu'il y ait il faudrait qu'il y ait des règles pour que ça change. Il faudrait qu'il y ait des lois pour que ça change. Il faudrait qu'il y ait une vision pour que ça change. Il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu de substantiel, rien. Les gens attendent des investissements. C'est pas tout à fait ça. Ça veut dire qu'on peut attendre, on peut rester attendre que les Émirats viennent investir, ou le Qatar vienne investir, ou quiconque vienne investir. La question, c'est quel cahier des charges on va leur donner. Avec quoi ils vont venir. C'est bien. Un jour, ils vont se dire, oui, la Tunisie est un lieu, mais on n'aura pas préparé le cahier des charges.
Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on va leur dire, alors, quelle est votre empreinte carbone? Est-ce qu'on va leur dire, est-ce que si vous construisez là, vous êtes en train de bloquer, je sais pas, de bloquer un quartier, vous allez encore plus, et que vous allez encore plus isoler ce quartier? Tout ça n'a pas eu lieu. Et aussi, oui, il suffit de voir. Transport en commun, par exemple. La question du transport en commun, c'est la plus. Il y a des signaux qu'il aurait fallu voir. COS, ça veut dire coefficient d'occupation du sol. Juste le limiter un peu. Les lois sur le patrimoine, protéger un peu la mémoire. Transport en commun, je sais pas, une ligne. Faire partir une ligne un peu plus, ça change des vies, le transport en commun. Ici, il n'y a pas de transport en commun. Et les bureaux louent des minibus pour amener les gens vers Place Barcelone ou vers la Marta. Le soir, il faut venir observer ce qui se passe ici le soir. Il n'y a pas eu de prolongement de ligne, de bus ou de métro ou de rien. 10 ans, c'est 10 ans. C'est volontaire? C'est possible. Ou c'est un laisser-faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. C'est possible que ce soit. Tout est volontaire. Hein, y a pas... Le laisser-faire est volontaire. Je pense que ne pas faire quelque chose, c'est aussi volontaire. C'est une méchanceté. Ça veut dire que ça aurait pu être une priorité. Tout ce dont je parle est prioritaire. Enfin, le changement climatique est une priorité pour le monde entier. Il ne l'est pas ici. Il ne l'est pas ici. Tu viens de prononcer le mot méchanceté. Je vais commettre une petite méchanceté. Oui. Et juste pour que les gens qui écoutent l'interview comprennent avec qui ils ont affaire. Il y a la sociologue indienne Amitabha Viskar, dans son dernier ouvrage, si ma mémoire est bonne, je crois que ça s'appelle Uncivil Society. Elle propose cette formule, pour ne pas dire concept, formule d'environnementalisme bourgeois. Ma méchanceté est là-dedans. Comment tu réagis à ça? Non. Je sais bien que ça peut exister. Je pense que c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que ça existe, c'est tout. C'est oui. mieux. Malheureusement, j'ai pas lu le livre, mais je ne pense pas qu'à ce stade on ait le luxe, même en temps de refuser une quelconque initiative environnementaliste. On est à un point très grave, je disais, les gens sont en train d'arracher les arbres pour que leurs caméras de surveillance puissent sécuriser au mieux le territoire autour de chez eux. Je pense que toute initiative dans ce sens est bonne à prendre, même si elle n'est pas aussi sincère et il n'y a pas d'inégalité là-dedans. Il faut tout prendre. Mais je retiens aussi que le rôle de l'État est important. Essentiel. Ça, on peut pas faire grand-chose sans cet État. Enfin, c'est ce que la Tunisie nous a appris. Hein. S'il y a une leçon, franchement, j'ai un peu développé cette idée au tout début. Je veux dire, voilà, quand j'étais plus jeune, que l'État était un peu un ennemi. Hein. J'ai évolué. C'est comme ça. C'est ce que les communautés humaines ont inventé de plus efficace, les États. Et donc, il faut absolument des États, et il faut absolument travailler avec l'État, et il faut absolument soutenir toute initiative qui va dans le sens qu'on imagine, je pense. Est-ce que tu te définis un peu comme écologiste, quel que soit le sens que tu mets? Quand on a commencé à construire ces maisons, on s'est dit qu'on allait faire juste du bon sens. Je ne sais pas s'il y a un bon sensisme et un amour de la terre, un amour de la nature. Et voilà, et j'aime beaucoup le mot responsable. J'aime beaucoup le mot tendresse envers la terre. Ça veut dire que l'écologisme, il a des côtés très techniques, mécanisés et photovoltaïques. C'est important, c'est extrêmement important. Et toutes ces inventions qui changent beaucoup, je n'arrive pas trop à y adhérer, mais j'aime beaucoup toutes ces questions de bon sens. Voilà. Ça veut dire, voilà, on doit faire attention à l'eau, point, partout. Mais autant qu'on peut, un tout petit peu plus à chaque fois. On doit planter, même si c'est un pot ou un grand. Ouais. Ça veut dire chacun fait de son mieux. J'aime beaucoup cette idée.
chacun donne voilà, le mieux, le plus de responsabilités qu'il peut. Mais ça, c'est encore une fois, c'est l'échelle individuelle. Alors, on va revenir un petit peu à Siam Lamine, l'historienne de l'architecture. Chercheuse en histoire. Mais quand même avec une formation d'architecte solide, importante, avec l'expérience. Est-ce que la chercheuse s'inscrit dans un courant de pensée que tu peux désigner? Post-colonialiste, anticolonialiste, peut-être que je suis là, oui. C'est le droit de réécrire et revoir sa propre histoire en étant du point de vue des plus petits, du point de vue de l'artisan. À chaque fois que j'ai publié un article, sérieusement, j'ai rendu hommage à tous les noms que j'ai pu retrouver et qui ont participé. Par exemple, mon premier article, j'ai mis les constructeurs de la Zitouna qui ont leur nom sur les inscriptions. Et dans mon article sur le minaret, j'ai eu cette chance incroyable. Il y a un article dans un journal tunisien qui a mentionné tous les gens qui ont contribué. Donc voilà, mon article a été de leur rendre hommage. J'aurais tellement envie que ces gens écrivent, de les voir écrire, de savoir comment ils ont vécu. C'est ces gens-là qui utilisent, c'est pour eux que j'ai le plus de respect. Est-ce que c'est le rôle de l'historienne ou de l'historien de rendre hommage, d'écrire pour rendre hommage? Est-ce que c'est son rôle? C'est pour ça que je ne sais pas si je ne dirais pas que je suis historienne. Je suis quelqu'un qui aime bien écouter ce que dit la matière. Autant que d'autres peuvent aimer ce que disent les textes. J'aime bien trouver des codes dans ce qui est bâti. Et donc, imagine, pour voir les gens qui sont derrière. Est-ce que c'est le rôle? Oui, je pense, oui. À ce stade, oui. C'est des oubliés de l'histoire. Est-ce que c'est le rôle de l'historien de rendre? Dans ce cas, oui, c'est des oubliés. C'est exactement de la même manière que d'autres cherchent, par exemple, les femmes inconnues de l'histoire ou dans l'histoire, où sont les femmes qui sont absentes. Moi, je cherche tous ces gens qui n'ont pas signé leur œuvre, qui n'ont pas eu cette chance, parce qu'on est dans des sociétés comme ça, qui n'ont pas construit cette tradition de signer. Et donc, oui, c'est un peu, je pense, le rôle de... C'est toute cette histoire de ce subalterne qui écrit son histoire, qui commence à s'exprimer ou de le faire parler autant que possible. Peut-être que oui. Rendre hommage d'une certaine manière, donner une tribune, donner de la voix, comme vous êtes en train de faire avec moi. Donc oui, j'ai écrit une série de lettres à la mairesse de Tunis qui s'appelle Lettres à Souad. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 en tout. Ce n'est pas personnel, c'est Souad, c'est cette position, c'est cette personne, c'est la personne élue à la tête de la ville. Et donc c'est la toute première lettre, donc c'est de là qu'est venue la série. C'était en réaction à la première interview que la mairesse de Tunis avait donnée, et c'était quand on lui a demandé « Alors qu'est-ce qu'il faut faire, madame, à Tunis ?» Et elle a répondu, elle a donné cette réponse qui m'a... honnêtement, qui m'a blessée. Elle dit oui, première chose qu'on va faire, c'est de s'occuper de l'esthétique de la ville. Jamaliyet al-Madina. Et là, je me suis dit, ça fait partie de cette série là de déception, de ne pas voir les choses arriver, de ne pas voir les réelles questions être posées, et cette question d'esthétique, c'est là que j'ai commencé à dire oui, Tunis est déjà belle. La lettre s'appelle en deuxième lieu, Tunis est déjà belle, madame. C'est une magnifique ville qu'on a là, et ça m'a semblé tellement irréel et décevant, cette réponse. Et de là est venu, c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout personnel, et je le regrette parce que ça a été le moment où une femme arrivait finalement au pouvoir dans un poste qui est très très comme ça élitiste, où il y a que des Tunisois, et ça aurait pu être un moment un moment joyeux de célébration. Et cette réponse m'a un peu désespérée. Et donc oui, apparemment c'est une tradition dans les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves, c'est écrire des lettres publiques au maire de sa ville.
J'ai commencé un petit peu, et certaines de ces lettres ont été partagées beaucoup. J'étais contente, mais voilà. Les gens n'ont pas continué d'en écrire. Et moi, je pense que je suis trop, voilà, c'est une désillusion, hein, ce qui s'est passé. Pour moi, c'est une réelle déception. C'est comme les gens ont des déceptions politiques, de partis politiques. Moi, j'ai eu cette forme de déception-là, de ne pas voir ce grand moment de changement apparaître dans l'environnement bâti. Comment on pourrait provoquer ça? En parlant. Est-ce qu'on peut le provoquer? Est-ce que c'est le travail de la société civile, des partis politiques, des individus, des chercheuses et des chercheurs? Est-ce que qui pourrait provoquer non seulement une prise de conscience, mais une action? Et je pense que c'est une question générationnelle, hein. Il y a une génération qui n'a aucun rapport affectif avec la ville, en fait. Il y a pas. Donc je pense qu'il faut éduquer. Je pense qu'il faut beaucoup parler, sensibiliser. Là, par exemple, il y a je sais pas, des démolitions qui ont lieu, et puis on a des centaines, des milliers de posts de gens qui disent oh, quel dommage, oh, notre patrimoine. Ils ne savent même pas ce que c'est. On n'a pas défini encore ce que c'est que ce patrimoine, d'où ça vient, est-ce que c'est médiéval, d'où ça vient, est-ce que c'est vraiment musulman. C'est pour ça que cet article sur les minaret colonial au cœur de la Zitoune m'a semblé tellement important à écrire. Déjà, savoir ce que c'est. Déjà, donc pour construire, on aime ce qu'on connaît au final. Il n'y a aucune chance d'aimer ce qu'on ne connaît pas. Cette méconnaissance, donc voilà, peut-être qu'il faut parler d'histoire urbaine aux écoles. Et oui, c'est une responsabilité maintenant. Je pense qu'elle appartient vraiment, réellement, hein, aux chercheurs, au monde académique, au monde... voilà, à tous ces gens qui pensent connaître un peu, qui voient le problème. Parce que des gens qui ne le voient pas, le problème. Ils ne le voient pas. Ils ne voient aucunement le problème qu'il y ait, voilà, que Tunis soit en train de devenir un îlot de chaleur et prendre des degrés, ça veut dire, voilà, où le réchauffement est en train de s'accélérer, quelque chose comme 5 fois plus qu'ailleurs en Méditerranée. Ça ne choque personne. Voilà, oui, il fait chaud. Que par exemple voir la Médina, voir cette transformation, cette dégradation, hein, de la Médina, voilà, c'est vieux, voilà, c'est un sort, voilà, c'est un fatalisme comme ça. Donc il faut beaucoup parler, beaucoup. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de recherche dans le domaine? Il n'y a pas de publication, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de travaux? Est-ce qu'on produit suffisamment de connaissances là-dessus? Non, justement pas du tout. Pourquoi? La dernière histoire de Tunis, c'est Paul Sebag. Hein. C'est la dernière. Hein. Bon, Rien de plus. Il y a d'autres, c'est des tentatives. Mais encore une fois, c'est une ville qui est une des premières villes de l'islam, avec une histoire peut-être phénicienne. Ça veut dire que Tunis et Carthage, voilà, quand Carthage est tombé, Tunis est monté, toutes ces mécaniques-là. Je ne sais pas, il y a une réelle histoire, hein, c'est vrai. C'est grave. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas. Bien sûr, il y a une tradition d'urbaniste géographe. Alors les architectes ne sont pas réellement formés à l'urbanisme. Il y a beaucoup d'urbanistes. C'est pas un métier qui donne le luxe d'écrire. Hein. Donc s'ils ne sont pas dans l'université, dans le monde académique, ils ne vont pas écrire. Ils vont être dans les administrations, dans des postes de décision, et ils n'écrivent pas nécessairement. Il y en a, donc de ma promotion de Tunis, voilà, il y a juste une, hein, elle a écrit sa thèse, voilà, sur l'habitat social, c'est extrêmement important. Sa thèse n'a pas été publiée. Il y a des gens qui écrivent, quelqu'un comme Yassine Turki qui écrit, c'est très important, mais ils ne sont pas historiens. Là, on parle d'histoire urbaine. Je ne saurais pas dire pourquoi cette absence, mais il n'y a pas beaucoup, et c'est pas que ça qui manque. Hein. Il y a beaucoup de sujets non abordés. Peut-être, je dirais que ça vient, voilà, de
cette perception des villes, ou alors non-perception des villes, ça veut dire voilà, les villes qu'on te peut comparer encore une fois, au territoire national. On écrit, voilà, il y a quand même des histoires de la Tunisie écrites, mais il n'y a pas les histoires des villes tunisiennes. On va arriver à la toute dernière section qui m'intéresse, moi, depuis 2011 jusqu'à maintenant. Qu'as-tu fait, Siam Lamine, depuis 2011 jusqu'à maintenant? D'abord professionnellement, tu es où? Tu fais quoi? Tu enseignes, tu encadres, tu diriges, tu fais quoi? Et bien sûr, par rapport à tes propres travaux, qu'est-ce que tu as publié? Tu en as déjà cité plusieurs, mais en gros, si tu dois classifier tes publications ou tes travaux en cours. Alors oui, depuis 2011, bon, c'est quand même long, hein, c'est quand même une longue période. Ouais. Et une partie que je n'ai pas dite, c'est que depuis, j'ai un petit peu arrêté de faire de l'architecture au sens construction. Donc je suis rentrée à Tunis, donc depuis 2011, et maintenant je travaille dans un centre de recherche en sciences humaines et sociales. J'œuvre autant que je peux à connecter le monde académique tunisien au monde, je ne dirais pas au monde académique américain, mais à l'université de Harvard, et en accueillant des étudiants et des chercheurs, et en essayant d'en inviter d'autres, voilà, construire des ponts, disons. Et donc, ça, voilà, avec l'idée sous-jacente que, voilà, que le monde aussi, parce que c'est tout ce monde de la recherche en Tunisie, puisse changer, et aussi remettre un petit peu la Tunisie sur la carte de la recherche, surtout dans le monde anglo-saxon. Hein, parce que, voilà, dans le monde francophone, c'est un peu plus simple. Il y a des barrières. Bon, la première barrière, elle est linguistique. Hein. Bon, peut-être qu'avant elle vient une barrière d'intérêt, de ne pas voir le Maghreb, et notamment la Tunisie comme non-lieu dans l'histoire. Donc, je fais ceci. Je me suis beaucoup intéressée aux questions, encore une fois, du patrimoine, de la Médina de Tunis. Hein. J'ai essayé, voilà, de lire, de me renseigner. Et puis, voilà, j'espère commencer un travail de restauration d'une maison. Ce projet-là, il existe. Pour ce qui est de la recherche, voilà, on m'a parlé d'une histoire de Tunis. Je ne sais pas si j'aurai la capacité d'en écrire une, mais en tout cas, je vais continuer d'écrire. Le moment qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est ce moment de la chute des murs. Tunis était une ville avec une enceinte. Voilà. Par exemple, ce moment-là, il n'est pas décrit. Et donc, j'espère écrire ceci. Donc, je vais essayer de suivre, de retrouver, d'écrire ce moment-là de la chute des murs de Tunis. Merci beaucoup encore, Siam Lamine, pour cette interview. C'est extrêmement intéressant. Merci infiniment. Merci beaucoup.